see what you can do. Salut, c'est Shaman de Ludovox et nous sommes toujours au festival de Ludinor. C'est la fin du festival, la fin de cette édition 2016. Je suis avec Frédéric Langlois, c'est ça? Bonjour, oui c'est tout à fait ça. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi. Donc qui est auteur du jeu Cannes le combat et pour lequel tu as aussi un projet d'auto-édition, c'est ça? Oui, c'est un jeu vraiment chouette, donc je l'ai mis sur Ulule, forcément. Donc il va sortir, il sera sur Ulule à peu près autour de quelle date, tu me disais? Il est le mode participatif sous forme de prévente est en cours actuellement sur Ulule depuis quelques jours. Ok, très bien. Alors est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi, nous dire comment t'en es venu à créer des jeux de société déjà? Peut-être même dans le monde des jeux de société en tant que joueur, je sais pas. Bon, l'histoire a commencé en 1995, je créais des jeux pour une structure d'accueil familiale en banlieue parisienne. Et puis j'ai continué à créer des jeux pour des supports d'animation dans mon travail. Et un jour, une rencontre, quelqu'un m'a dit « Ton jeu est bien, mais il est trop grand, il ne tient pas sur ma table ». Je l'ai réduit. Puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à rentrer dans le monde du jeu en étant ludothécaire et ainsi de suite. D'accord, ah oui, donc tu es ludothécaire aussi en plus de ça. J'ai été ludothécaire, j'ai eu ma structure en itinérant ou en fixe. Un grand parcours dans l'animation, oui. Qu'est-ce qui a motivé le fait de créer un jeu réellement? Je veux dire, c'était le fait que à la fin tu avais envie de jouer à un jeu particulier que tu trouvais pas, ou il y avait une autre raison? Il y a une raison particulière. En créant ma maison d'édition, donc le Vaisseau Nautilude, j'ai un souhait humble à ma petite échelle, c'est de participer au regard sur la mer d'une autre manière. Moi je pense que les gens qui ne me connaissent pas ne peuvent pas respecter. Donc j'ai envie qu'en ouvrant une boîte de jeux, d'une manière ou d'une autre, les gens regardent cette richesse qui est vitale pour nous tous, et puis aillent au-devant de la mer, que ce soit par le biais d'un livre, par le biais d'un phare à construire, ou toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai envie d'attirer le regard vers la mer. Donc le Vaisseau Nautilude, tu m'as dit qu'il y avait un autre jeu qui allait même arriver avant Cannes au final dans les boutiques. Ça veut dire que ce sera toujours sur le thème de la mer, justement dans cette même idée? Tout à fait, le jeu s'appelle Farandole. On aura 94 pièces en bois dans la boîte, une quarantaine de phares à construire sur 5 niveaux, et on a le phare Arc-en-Ciel, le phare Dine à l'huile, le phare Lequin, le phare Massy. Tu vois où je veux en venir? Tout à fait. Alors, du coup, là, une question qui me vient aussi, c'est, a priori, ça va toujours être des jeux que toi tu fais, tu vas le faire avec d'autres auteurs, et pourquoi, par exemple, le faire toi-même plutôt que passer par des éditeurs un peu classiques, on va dire? Alors j'espère en effet très rapidement que le Vaisseau Nautilude pourra tendre la main à d'autres auteurs. Bon, il est vrai que j'avais ces deux jeux-là me concernant, donc forcément je commence par prendre les risques pour moi, pour ne pas faire prendre le risque à quelqu'un d'autre. Mais je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif 3AD. Et il est vrai qu'on travaille ensemble, on se retrouve, et il y a peut-être des projets à venir, on se le souhaite, avec les réflexions des uns et des autres. Et du coup, c'est parce que tu avais envie de porter ce projet réellement en disant qu'il y aurait d'autres choses et que ça, je sais pas, peut-être que c'était pour une question de rester cohérent dans une ligne plutôt que se mettre dans la ligne, dans la gamme d'un autre éditeur, c'est ça? Il est vrai que proposer le jeu à un éditeur, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, qui aurait pu se faire, mais il y avait quelque chose qui doit bien être entendu, et je le répète très souvent, c'est que je suis quelqu'un d'entier et de très honnête. Ça fait 2 ans que je travaille avec mon illustrateur graphiste sur Cannes le combat et sur Farandole. Il était absolument hors de question et non négociable que ce soit un autre que lui, parce que monsieur Aurélien Lévesque, alias Robert de Brest, pour moi est aussi un écho de ce que je souhaite faire, c'est-à-dire valoriser des talents, de petits talents, mais qui peuvent un jour devenir grands, donner la chance à des gens qui au niveau régional ne sont pas forcément connus. Et c'est un monsieur qui est vraiment bourré de talent, et je ne me voyais pas faire autrement que travailler avec lui. Ok, très bien. Alors juste avant d'attaquer une petite présentation de Cannes, est-ce que tu peux nous donner rapidement les petites dates donc pour Farandole et pour Cannes sur Ulule? Eh bien, écoutez, chers toutes et tous et chers chamans, Farandole arrivera normalement mi-mai dans toutes les bonnes boutiques. Et Cannes le combat, je me le souhaite pour cet automne. Parce que je me suis mis un gros défi, c'est de proposer les 2 jeux pour les As d'Or pour Cannes 2017. Tant qu'à faire. Ok, très bien. Alors oui, j'ai posé une petite question qui était un peu bête puisque tu venais de me le dire. Donc il est actuellement sur Ulule et tu as indiqué en pré-vente, ce qui veut dire que vraiment la démarche ici c'est le jeu est terminé, c'est vraiment pour le fabriquer de la pré-vente, c'est ça? Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. J'ai besoin véritablement que les joueurs
achète le jeu. J'ai besoin d'un minimum de 350 boîtes pour lancer la production, 500 pour que tout soit payé. Mais par contre, vous serez déçus. Il n'y aura pas de pins, de poète-poète, de poudre aux yeux et autres. Non, vous achetez le jeu au prix qu'il sera vendu en boutique. C'est ce que moi je me suis fixé. C'est un personnage, faut faire avec. Fred, il n'est pas forcément comme tout le monde, mais bon, ça plaît pas. Mais au moins, je ne fais pas de tort aux futures boutiques. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Vous avez la boîte, ça vous plaît, vous achetez, et puis c'est tout. Ok, bah écoute, je pense que le message est entendu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc Cannes, le combat, comment ça marche? Et puis déjà nous dire, voilà, bon, je sais que je peux le lire, il a 2 joueurs, 20 à 45 minutes, 10 ans, mais tu le feras sûrement mieux que moi. C'est ça, non, ça en effet c'est la présentation du jeu dans son ensemble. Après c'est donc inspiré du 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et ce jeu nous invite à revivre et à réécrire le combat légendaire entre le calmar géant et ses tentacules et le Nautilus et l'équipage. On se retrouve à l'instant T où le Nautilus est obligé de faire surface parce qu'il est bloqué par le calmar et les poulpes. Et Nemo décide d'aller combattre pour se libérer. Et donc un joueur va incarner le calmar et ses tentacules, l'autre va endosser le rôle du Nautilus et des hommes d'équipage. Et c'est à qui mettra en déroute le premier avec un abandon. D'accord, et donc ce sera très asymétrique avec d'un côté ceux qui dirigent le sous-marin et de l'autre côté le calamar. C'est ça, tu as donné le mot juste, un vrai jeu à deux, asymétrique. Je salue Jérémy de la Maison des Jeux de Touraine qui vous dirait que c'est un vrai jeu de chasse où le tigre et les chèvres, quand tu changes de rôle, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans la peau de mon adversaire à ce moment-là? Donc c'est un jeu qui réserve plein de surprises, aucune partie pareille, puisque la particularité de cette mécanique dont je suis très fier, c'est que les tentacules se dessinent comme on le veut. Que les dés, tu vas pouvoir les dompter et un petit peu beaucoup maîtriser le hasard avec ici la colère et là-bas le moral. C'est un jeu très offensif, on a besoin les uns et des autres pour mener à bien son combat. Et rejouabilité infinie avec en plus un mode draft et plein d'autres petites surprises dans la boîte. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée de comment on va jouer, à quoi ressemble le tour d'un joueur de ce côté-là ou de l'autre? Tout à fait, on peut faire par exemple une démonstration avec le calmar. J'ai mes 2 dés d'action, je lance mes 2 dés. Il y a un dé qui va déterminer un tentacule et un dé qui va déterminer la valeur de ventouse que je vais ajouter ou rétracter. C'est par exemple, si là je devais jouer sur le tentacule 2, l'action déployée, j'ajoute 5 ventouses, je prends mes ventouses et je vais les ajouter sur le bras numéro 2. En faisant comme ça, si j'arrive par exemple là à frapper le sous-marin, je vais faire un dégât au sous-marin, ça va apaiser ma colère. Et donc il va y avoir un vase communicant entre les jauges. C'est-à-dire tout ce que je vais faire contre mon adversaire va me calmer, tout ce qu'il va faire contre moi va m'énerver, et inversement. Donc ça par exemple, après tu as des situations assez fantastiques pour le calmar. On imagine, j'ai fait ce résultat-là, je fais l'action rétractée, et c'est à ce moment-là qu'en enlevant les ventouses, eh bien l'homme va être mangé par le calmar. D'accord, parce que là, donc du coup, tu as assigné le 1-5 à rétracter, ce qui veut dire tu enlèves 5 éléments et ça ramène... Bonhomme. Et le bonhomme, pour aller l'attraper, il faudra qu'il soit dans le sous-marin? Non, malheureusement, là c'est fichu. Là, il va être becté tout doucement par le calmar. Non, je veux dire, excuse-moi, pour l'avoir attrapé au départ, il aurait fallu que ce soit un personnage du sous-marin. Tout à fait. Ils sortent de l'intérieur du sous-marin par l'accès ici. Ils vont sur la passerelle. Et c'est en arrivant, quand un tentacule se déploie et fait bouger, ne serait-ce qu'infime 1 mm un bonhomme, il est capturé. À ce moment-là, on va jouer un dé de maintien. Et pour que l'homme se libère, il faut qu'il n'y ait plus de points sur le dé. Donc ça va être un petit peu la course contre la montre. Comment je vais me libérer, à quel moment. Il y a une véritable tension. En plus, il y a le confinement du sous-marin avec ses actions. Qu'est-ce que je vais choisir, comment je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de choix possibles. Et au niveau de l'animal, il faut être bestial, instinctif, il faut y aller, il faut attraper, cogner. Alors, ce que je vois donc ici, il y a 2 actions principales et tu en as une qui a l'air d'être mixte, donc déployer ou rétracter, tu as un mécanisme d'assignation de dés ici qui va te permettre de définir à la fois le type, du moins la tentacule que tu contrôles et la force de l'action en question. Et la colère, si je résume, en gros, c'est ce qui va te permettre d'ajuster la valeur d'un dé plus ou moins, et forcément, ça te donne plus d'options quand tu as plus de colère, mais comme tu vas l'utiliser avec certaines choses comme tu viens de l'expliquer, elle va descendre et ça va baisser tes actions, c'est ça? Rien à ajouter. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que cette action-là est redoutable. Je l'ai eu plusieurs fois pendant le festival. On va refaire un petit exemple pour nos amis d'internet qui visionnent la vidéo. Ici, par exemple, si tu fais un rétracté déployé, l'homme est donc dévoré. Mais ce qui est fantastique, c'est que les 4 ventouses que tu as enlevées, tu peux les contrebalancer ailleurs.
Et cette action possible est vraiment calquée sur l'animal qui va avoir une faculté en s'énervant de plus ou moins développer ses tentacules. Et cette action-là peut faire très mal parce que tu peux manger un homme, faire un dégât et en rattraper un autre en un seul coup. Mais du coup, pourquoi on fait pas tout le temps ça? Parce qu'elle n'est pas toujours intéressante, finalement c'est parfois plus intéressante de faire que l'une ou l'autre? Oui, ça va être une question de lisibilité de ton jeu. Il ne faut pas non plus que tu t'enfermes, que tu te bloques avec tes propres tentacules. Le choix est vraiment judicieux et pertinent. Tu ne peux pas toujours faire ça. Pareil du côté Nautilus, il y a les actions de déplacement, il y a l'action repêcher, réparer. Il y a 3 façons de combattre différemment. Mais comme tu le disais justement, la jauge de morale ici et de colère là, il faut l'entretenir cette jauge. Et donc il va y avoir un moment où les dés pourront être utilisés comme de simples ressources. Et là je salue Mathieu et Simon. Les gars, je vote, je prends, j'adhère. Et donc ces 2 dés vont devenir +2 sur la ressource. Avant c'était un double, mais le double, il y a des joueurs qui n'en faisaient jamais. Quand ils étaient à 0, c'était dur de faire revenir la colère. Et depuis le Festival de Cannes, j'ai eu cette très judicieuse et très constructive critique qui fait considérablement évoluer le jeu, qui l'aère, qui permet d'avoir, comme tu le disais, une fluctuation de jauge primordiale pour gagner quand même. Alors là, on a bien vu comment ça se passait du côté des poulpes et du calamar. Comment ça se passe de l'autre côté du plateau? Alors eux aussi, ils ont un mécanisme de gestion des dés, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va leur permettre de l'emporter? Alors pour que le calmar gagne, il faut qu'il mange un homme en particulier. Bien sûr, si le calmar mange le capitaine, la partie est définitivement perdue. Si le calmar mange 3 hommes, la partie est perdue. Et si le calmar arrive à choquer 6 fois le sous-marin sans avoir réparé, ça fait 6 dégâts, c'est perdu. Pour que le Nautilus gagne, tout simplement, il va falloir qu'en faisant des attaques, eh bien, il coupe un certain nombre de tentacules. Dans la partie longue, c'est 5 sur 6, quelle qu'elle soit. Comme dans le récit, si tu veux, dans le récit de Jules Verne, il lui coupe 7 tentacules sur 8 pour que l'animal s'en aille. Mais il s'en va avec un homme qui ne lâche pas. Donc dans l'histoire, c'est vraiment le calmar qui gagne parce qu'il arrache le panneau, il fait beaucoup de dégâts aux sous-marins et surtout, il détruit l'orgueil et le moral de Nemo à un point de non-retour. Ok, donc l'immersion thématique, on la sent bien. Juste pour les gens qui regardent, qui se fassent une idée justement à quel point c'est asymétrique, et tu nous as dit rapidement les actions. Est-ce que tu peux résumer chacune des différentes actions et justement l'impact de la motivation sur l'équipage? Tout à fait, à chaque lancer de dés des 2 dés d'action, par exemple ici avec un 2, le Nautilus pourra jouer ici et déplacer jusqu'à 6 hommes. Avec un 2, le Nautilus peut aussi repêcher les hommes qui sont tombés à la mer. Tu as un double choix. Avec un 1, on pourra aussi déplacer. Avec un 4, tu pourras réparer les dégâts de la jauge. Avec un 3 ou un 5, tu pourras attaquer à la hache, attaquer au harpon. Avec un 6, déclencher une attaque électrique. Tu peux recycler des dés. C'est-à-dire que des 2 côtés, si on recycle un dé, ici on accumule du jet d'encre, là on accumule de l'électricité. Et donc ces 2 jauges, comme tu le disais, par exemple j'ai lancé, ça ne m'intéresse pas. Je peux utiliser 2 points de la jauge. Le 2 va devenir 3 et là d'un seul coup je m'offre une attaque que je n'avais pas avant. Et le recyclage, parce que je suis pas sûr c'est que tu vas en fait attribuer des dés là-bas dont tu veux pas te servir, ils vont monter la jauge électrique et à la fin tu fais une attaque électrique? C'est ça, quand tu recycles des dés, tu vas prendre bien sûr le dé le plus important qui va t'apporter un certain nombre de points sur la jauge électrique et tu vas cumuler ce que tu as là, la valeur du dé, l'homme qui lance l'attaque, ça va te donner une puissance et tu vas électriser autant de points sur le tentacule que la puissance de ton attaque. D'accord. Et j'imagine que, parce que là ils sont tous à l'intérieur, on va être obligé de les faire sortir pour faire des trucs. Voilà, par exemple, tu as fait un lancer, tu as un 1 et un 5. Tes petits bonhommes, tu vas les faire monter sur le pont. Le nombre de places est indiqué dans chaque zone. Tu les déplaces. On n'oublie pas d'en mettre un en salle des machines pour activer la réparation et l'électrisation. Quand on sort le harponneur, on sort son harpon avec lui. Et puis une fois qu'on les a déplacés, on les laisse. Parce que la capture d'un homme, tu as vu tout à l'heure, ça se joue au millimètre près. Voilà, l'homme bouge, il est capturé. Et là, en l'occurrence, non seulement je le capture, et en plus je bouche l'entrée et la sortie du sous-marin. Et du coup, tu peux les faire rentrer? Comment tu les planques? Qu'est-ce que tu fais? Ou alors après, il faut courir sur le pont pour essayer d'éviter les tentacules et se battre pour empêcher? Oui, les déplacements vont parfois éviter les captures. Tu peux aussi réécrire l'histoire. Normalement, Nemo est tout le temps sur le pont. Tu peux très bien le faire retourner à l'intérieur du sous-marin. Et là, tu prives le calmar d'une condition de fin de victoire. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux du récit. On n'oublie pas nos amis les poulpes qui, en montant sur le pont, vont couper la circulation de la passerelle, vont pouvoir attraper les hommes et vont vraiment faire office de parasites comme dans l'histoire où ils sont très nombreux à envahir le pont en plus du calmar. Ok, quand tu as fait des parties là ici par exemple, tu l'as présenté à Ludinor, tu as l'impression qu'il y a
les gens ont plus de facilité à prendre un rôle ou l'autre, ou plus de facilité à appréhender et donc potentiellement à gagner, ou ça se vaut aujourd'hui en statistique? C'est vrai, quand j'anime le jeu, je demande à quel jeu on a l'habitude de jouer à la maison pour voir un petit peu. J'adore mettre les dames dans la position de la monstrueuse bête pour montrer à monsieur un petit peu qui c'est le boss dans le cours de la partie. J'aime beaucoup voir un enfant battre son père, parce qu'un enfant de 8 ans comme ma fille, que j'embrasse et que je salue, arrive à me battre en jouant le calmar quand même. Ici, c'est vrai qu'on a plus de choix, plus d'options, mais il ne faut pas avoir peur de jouer ce rôle autant que celui-là. Il faut se laisser faire des deux côtés par ce combat qui doit être mené, qui doit être offensif, et n'importe qui peut s'en sortir aussi bien ici que là. Ok, bah écoute, je trouve ça vraiment très original, cette mécanique de gestion sans casse, sans rien, de l'espace avec les tentacules. T'inquiète pas, je vais te redonner le micro dans un instant. Et, en tout cas, moi je trouve ça très original avec cette asymétrie et cette gestion de dés qui paraît plutôt malin. S'il y a des gens que ça intéresse donc d'aller voir sur Ulule. Et là, attention, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? L'une de mes marionnettes était un chef indien, un sachem, donc tu vois, chaman, sachem. Forcément, depuis le début, je l'aime bien celui-là. Merci à toi. Pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.